Bonsoir à tous, il est exactement 20h. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Voici les principaux titres de ce journal. 2 nouveaux accidents ferroviaires interrogent sur la viabilité du chemin de fer. Le trafic du train voyageur mis à nouveau aux arrêts par les autorités gabonaises. Vous le verrez dans ce journal. L'hôpital des instructions des armées Omar Bongo Ndimba, 2 jeunes déficients auditifs bénéficient d'un plan cochléaire, un geste de la fondation Sylvia Bongo Ondimba. Et puis aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump va-t-il plaider non coupable? L'homme d'affaires new-yorkais comparé aujourd'hui dans une affaire de paiement d'une star de pornographie. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Nous démarrons ce journal avec le trafic ferroviaire qui n'a duré qu'un instant d'un battement de cils. Le trafic du train voyageur a été suspendu hier par les plus hautes autorités gabonaises pour cause de 2 nouveaux accidents ferroviaires. Plus de précisions dans ce reportage de Jessica Ondjoa. Après peut-être 10 km. Vraiment le train du Gabon là, c'est la mer. Pour des raisons de déraillement, le train voyageur est suspendu pour une durée indéterminée. C'est la décision prise au cours d'un communiqué rendu public qui maintient le trafic minier et l'industriel. Refaire tout à zéro, ça c'est un vieux train depuis le temps de l'ex-président de la République. On a fait ça depuis, mais il faut tout refaire, il faut recommencer à zéro. Hein? Il n'y a rien qui marche ici. Les mairies sont fermées, il y a mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et nous sommes maintenant en période des élections. Ne confondez pas Angleterre et pommes de terre, bien sûr en Angleterre et les pommes de terre. Ça veut donc dire quoi? Moi je suis tellement beaucoup dépassé pour ça. Tout le Gabonais parle que la même chose, que c'est rien qui marche, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui marche. Le train va dérailler, ça ne fait même pas. Ils ont fait la ils ont dit, oh, le train a repris, mais il n'y a même pas tout le temps, ça a déraillé encore. Mais il faut refaire tout le circuit du train. Quand une route est foutue, il faut refaire la route. Alors ça, c'est une route, la route du train, il faut se la refaire. En provenance de la gare de Franceville, à 3 km de la gare de Njolé, ce énième déraillement relève la nécessité de la mise en place des actions importantes. La voie ferrée a été arrangée à un niveau, hein, et à cause de rabâcher le travail de cette manière-là, ce n'est pas une bonne affaire. Il y a à peine quelques jours, je dirais quelques mois que ça a été refait, mais au lieu de faire des endroits exceptionnellement, il faut refaire tout, il faut tout refaire. Ça ne peut être que de l'amertume, parce que c'est la énième fois que ce train déraille. Et il serait mieux qu'on revoie le tracé des rails. C'est-à-dire si on peut travailler une autre voie ferrée pour essayer d'abandonner celle-là qui n'est que trop lamentable. Vraiment, vous savez, des choses au Gabon, on le fait à petit. Donc vraiment, c'est d'arranger les rails pour qu'on puisse aller bien. Mais si les rails ne sont pas arrangés, on va toujours avoir ce problème-là. Et du coup, voilà ce qui cause ces éboulements des trains tout le temps. L'une des mesures préventives a été la suspension des trains voyageurs, une situation aussi difficile qui impacte négativement le quotidien des usagers de la voie ferrée. Une accélération des travaux de qualité reste de mise quand on sait que les grandes vacances arrivent à pas de géant. Et puis, du côté de Ntoum, on parle de la formation des commerçants impactés par les travaux de la transnationale. Objectif, les aider à développer leurs activités commerciales, mais en même temps rendre les abords de l'autoroute plus attrayantes. Le reportage est de Carmen Yégué. La salle municipale d'Ntoum a accueilli ce jour-là une trentaine de participants pour évoquer les normes hygiéniques lors de la vente de produits alimentaires. Les personnes formées, ce sont des personnes impactées par le projet de la salle. Et là, nous avons en général des cibles de tout âge, mais beaucoup plus des personnes du 3e âge, de manière majoritairement. Étant impactées par ce projet et ayant reçu des petits fonds, la salle souhaitait que ces personnes pensent maintenant à multiplier ces fonds pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou améliorer leur petit business. Et comme c'est la nationale qui est reprofilée, qui est revue, ils veulent, je pense, dans les souhaits de la SAC, c'est qu'il y ait maintenant une nationale qui soit, sur le plan visible, sur le plan esthétique, soit beaucoup plus agréable à voir et que là, il y ait une fréquentation, vu qu'il y a une augmentation maintenant de la fréquentation de la voie, de la nationale, mais qu'il y ait aussi des commerces qui soient maintenant, qui s'adaptent, qu'il y ait des personnes, en fait, toutes les personnes qui sont là, puissent bénéficier de justement tout ce trafic-là.
Une indemnisation leur a été distribuée pour compenser l'arrêt de leur activité le temps des travaux. Parmi les projets proposés, certains seront sélectionnés par la Société autoroutière du Gabon pour être financés à une plus grosse échelle. Bon, moi, je viens dans cette formation-là pour que ça m'aide à faire un bar-restaurant. J'ai déjà un bar moi-même. Maintenant, j'ai envie de faire un restaurant-bar. Je n'ai pas à vendre à cause du moyen, mais je vends la boisson, mais je ne vends pas assez de casiers. Je peux vendre peut-être 5 casiers que j'ai à la maison, mais je n'ai pas de moyens pour en ajouter peut-être 10 casiers. La salle, il nous aide comme on nous dit, et il faut d'abord que nous-mêmes on contribue d'abord une part, et puis eux ils vont aussi faire le reste. Après un exposé suivi assidûment par les commerçants présents, les formateurs leur ont donné des mises en pratique afin de développer leurs projets, qui bientôt retrouveront les bords de route. Au chapitre éducation, on parle de la reprise des cours. Après 2 semaines de vacances, les élèves ont repris le chemin des classes. Le Radio Sika Ondjo a fait le tour de quelques établissements de la capitale gabonaise pour faire le constat. Suivons ce reportage. Après les vacances de Pâques, la reprise des cours est effective. C'est un nouveau trimestre qui marque le dernier de l'année scolaire. Dans certaines salles de classe de Libreville, le constat est le même. Les élèves sont présents afin de commencer un nouveau challenge. Depuis le matin, ça a bien débuté. On a eu les profs qui sont venus, ça va bien. Je vais beaucoup travailler, je vais m'améliorer, je vais essayer de continuer Je vais chercher la moyenne, essayer de surpasser la moyenne que j'ai eu au 10e trimestre. Bon, aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose, mais en français, on a fait court. Sauf que normalement, les profs n'ont pas l'habitude de venir, surtout les profs qui viennent le lundi. Je suis contente de retrouver mes amis, ça va, t'as été. On a fait sciences physiques, SVT et français. Pour certains chefs d'établissement, l'heure est au petit réglage. Pour d'autres, la remise des bulletins du 2e trimestre est en cours de préparation afin d'accueillir les parents d'élèves en fin de semaine. Apparemment, tout le monde est là et les élèves ont répondu présent. L'école ici, particulièrement, oui, nous sommes tous au poste ce matin. Et malgré que les enfants ont quand même un petit ils peuvent lâcher par rapport aux 2 semaines de vacances, mais sinon, on essaie de démarrer. La reprise des cours lance le dernier trimestre de l'année en cours. Les élèves des classes intermédiaires et le corps enseignant sont toutefois prêts à terminer les enseignements pour laisser place aux examens de fin d'année. Toujours en éducation, l'introduction de la langue anglaise au pré-primaire, au primaire, lancée en début de cette année académique par le ministère de l'Éducation nationale dans sa phase expérimentale. La rédaction s'est intéressée au bilan de ce projet à mi-parcours. Voyons tout cela avec Chimène Nino. Après l'adhésion du Gabon le 25 juin dernier au Commonwealth, le gouvernement a décidé d'introduire la langue anglaise dès cette année scolaire au niveau du primaire et au pré-primaire. Après la formation des enseignants, la phase expérimentale a été lancée. Ce qui nous a conduit ce matin à l'école publique d'Angondje, l'un des établissements choisis pour un bilan à mi-parcours quand on sait que 2 trimestres se sont déjà écoulés. Au début, c'était pas facile parce que c'est une langue étrangère pour les enfants. À la maison, ils ne le parlent pas, à l'école non plus. Et donc, l'apprentissage était un peu difficile pour eux. Donc, il fallait qu'on les enseigne avec les images pour qu'ils s'adaptent facilement. Particulièrement pour mes élèves, le bilan est assez favorable. C'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué parce que c'est une nouvelle langue. Mais avec les apprentissages, avec les activités journalières, les enfants se sont peu à peu adaptés. Cette initiative du gouvernement est à ce jour favorablement appréciée par les enseignants. L'anglais est une langue parlée au niveau international, donc c'est important que les enfants puissent l'acquérir déjà dans des classes plus basses. Surpris en plein exercice dans un jeu de questions-réponses, certains élèves de la section 5 ans se sont présentés quand d'autres se sont prononcés sur les couleurs. Les amis, qui veulent se présenter? My name is Onkama Entori Olsia. My name is Matteo Nil Andres. My name is Naomi Shwana. Comment on dit jaune en anglais? On lève le doigt. Yellow. Bleu, qui peut dire bleu en anglais? Blue. Des cours, poèmes et chants
sont entre autres des activités mises en place pour faciliter l'apprentissage progressif de l'anglais. Vie des partis, célébration du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Dans son discours, le président du parti a jeté un regard critique sur cette formation politique. Il s'est également projeté vers l'avenir. C'est une analyse d'Alexandre Mbaondo. Le 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, au-delà de son aspect festif, aura été une occasion pour Ali Bongo Ondimba de s'adresser aux militants de sa formation. Pour le président du PDG, son écurie politique se distingue des autres. Chers camarades, chers amis, la force de notre parti sans équivalent au Gabon n'est pas le fruit du hasard qui façonne l'histoire. Elle s'explique de manière rationnelle, objective. Contrairement aux autres formations, notre parti est organisé, il est structuré, il est discipliné, il est aussi le seul parti tourné vers l'action. Les autres formations, elles, se complaisent dans la contestation. Là où d'autres pratiquent l'exclusion, l'excommunication, le PDG, lui, pratique l'inclusion. Il est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui partagent ses valeurs, y compris celles et ceux qui, à un moment donné, se sont égarés. Oui, au PDG, nous avons les bras ouverts. Ali Bongo a profité de son laïus pour dresser le bilan de son septennat. Certes, tout n'a pas été parfait. Il reste des points à améliorer. Dans certains domaines, nous ne sommes pas allés aussi vite et aussi loin que je l'aurais souhaité. Mais, il faut le reconnaître, en 7 ans, la distance parcourue est immense. Immense. Les élections de 2023 revêtant un caractère exceptionnel, le numéro 1 du parti au pouvoir a invité ses militants à la vigilance. Gare à l'excès de confiance. Restons humbles, à l'écoute de nos concitoyens. Entendons leurs préoccupations. Recueillons leurs attentes. Soyons présents, omniprésents même, sur le terrain. Bâtissons un programme qui permettra à notre pays de franchir un nouveau cap. Et c'est sans tabou qu'Ali Bongo Ondimba a évoqué son accident cardiovasculaire de Riyad, tout en remerciant tous ceux et celles qui l'ont soutenu dans cette dure épreuve. Vous ne pouvez pas vous rendre compte le bien que ça a pu faire. Enfin, je rentrais. Enfin. Et voilà les Gabonais qui m'attendaient. Merci. 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 On peut donc dire sans risque de se tromper que le 55e anniversaire du PDG a été une opportunité pour Ali Bongo Ondimba de mettre ses troupes en ordre de bataille. Retour sur la célébration de la journée mondiale de l'autisme. Cette journée est l'occasion de sensibiliser le grand public sur cette pathologie qui touche des milliers d'enfants à travers le monde, mais également l'importance de sa prise en charge. Voyons tout cela avec Chimène. Utilisé comme symbole de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le bleu est par essence une couleur douce et apaisante. Le choix résulte d'une opération de sensibilisation menée par l'association américaine L'Autisme Parle. Porter du bleu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de l'autisme signifie que l'on apporte de façon symbolique son soutien aux personnes autistes. Ce qui justifie le thème de la présente édition, allumez-le en bleu. L'autisme, c'est une maladie mentale et neurologique. Donc on va dire c'est un trouble de développement d'origine neuronale. Donc ça attaque les neurones et l'enfant ne se développe pas normalement comme des enfants que nous avons d'habitude. Dans le cadre de la politique du gouvernement en faveur de l'inclusion sociale des couches vulnérables, les personnes autistes bénéficient d'une prise en charge par le canal du centre Ndossi, sise dans la commune d'Akonda. Mais là encore, des efforts restent à faire. La prise en charge, il faudrait que les parents aient des moyens parce que
Il y a des structures normales, il y a des structures au Gabon pour accompagner ces enfants, mais elles ne sont pas gratuites. Notamment, nous avons le centre Sanando, Motamo, tous différents. Et avec la venue du nouveau centre que l'État a créé, Ndoussi, ce n'est pas gratuit. L'État a signé certaines conventions avec certains centres comme tous différents ou Motamo. Il y a certains enfants qui sont envoyés par la CNAMGS. Si votre enfant ne babille ou ne gazouille pas à l'âge de 12 mois, s'il ne fait pas de gestes pour communiquer comme pointer un objet ou une image, si à l'âge de 16 mois, il ne dit aucun mot, voici, entre autres, des symptômes précoces qui doivent alerter. Au volet santé à présent, visite hier de la vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba à l'hôpital militaire de Libreville. De jeunes déficients auditifs ont pu bénéficier d'implants cochléaires. Objectif, améliorer leur audition et leur bien-être. Priska Mougoula de la presse présidentielle. La vice-présidente exécutive de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba au service ORL de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba. Simone Mensa est venue rendre une visite post-opératoire à une jeune patiente qui a bénéficié d'un implant cochléaire. Une présence chaleureuse et réconfortante, cette démarche s'inscrit dans le sillon des initiatives de la Fondation de la Première Dame pour la solidarité et opte pour l'intégration socio-économique des personnes vivant avec un handicap moteur, visuel ou auditif. Aujourd'hui, nous sommes allés dans une autre étape, une étape supérieure avec ce qu'on appelle l'implant cochléaire qui permet à ces enfants, lorsqu'ils sont pris en charge très tôt, de recouvrer totalement l'audition. Ce n'est pas la première au Gabon, il y a eu déjà une précédente opération et aujourd'hui des enfants qui ont été implantés ont intégré les écoles ordinaires et s'expriment très très bien. L'intervention chirurgicale suivie par la patiente est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, le service ORL de l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ndimba et la société MEDEL pour le développement d'une stratégie globale de prise en charge des personnes atteintes d'un handicap auditif et de leur accompagnement. Un partenariat tissé depuis l'année dernière par les trois entités. C'est une intervention pas facile, mais passionnante parce qu'on intervient sur un organe qui est très fin. Une fois cette intervention réalisée, il faut nécessairement un suivi. Il ne s'agit pas seulement de placer l'implant, mais il y a une prise en charge après l'implantation qui est nécessaire, qui implique 3 volets essentiels. Suivi d'abord par le médecin qui a opéré, l'équipe qui a opéré. La prise en charge orthophonique qui est indispensable. L'un des volets les plus importants, c'est l'accompagnement parental à la maison. MEDEL est un des leaders mondiaux aujourd'hui dans l'implantation cochléaire pour vaincre la surdité. Donc il faut savoir que l'implant aujourd'hui est complémentaire à l'aide auditive. C'est-à-dire que quand l'aide auditive n'a plus de fonctionnalité d'amplification des sons nécessaires pour l'oreille, la seule solution pour retrouver l'ouïe, c'est l'implant cochléaire. Dans cette collaboration, la Fondation Sylvia Bongo Ndimba s'est engagée à prendre en charge le coût des implants cochléaires et les frais des actes médicaux, ce qui ne laisse personne insensible. Nous sommes ravis encore de ce que la Fondation a fait pour nous. Nous remercions encore Madame la Première Dame pour ce geste. Nous pensons que ça va aider l'enfant dans le futur. À travers ça, elle pourra parler et entendre. Nous sommes vraiment ravis pour cela. Cette action, initiée par la Fondation Sylvia Bongo Ndimba, vise à améliorer l'audition des personnes souffrant d'une surdité sévère à profonde, en plus de contribuer à l'insertion socio-économique et au bien-être de ces personnes déficientes auditives. Pour cette deuxième édition, la première phase a consisté à opérer un enfant. La deuxième enregistrera 5 enfants au bloc opératoire. Il faut signaler que cette première étape opératoire s'est effectuée en marge du congrès organisé par la Société Générale des ORL du Gabon qui s'est tenu du 31 mars au 1er avril dernier. Restons en santé, une personne sur 6 dans le monde est touchée par l'infertilité. Ces écueils sortent du rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Des proportions de personnes touchées qui montrent la nécessité d'élargir l'accès aux soins relatifs à la fertilité. Leslie Nanaka. Défini comme l'échec à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés,
L'infertilité est une maladie de l'appareil producteur masculin ou féminin qui touche environ 17,5% de la population adulte, soit une personne sur 6 dans le monde. Selon le rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé le 3 avril 2023, les chiffres élevés du taux de personnes touchées par l'infertilité montrent le besoin urgent d'accroître l'accès à tous à des soins de fertilité abordables. Donc l'ampleur même du nombre de couples infertiles signifie qu'il y a une grande demande de soins, de diagnostic, de traitement de l'infertilité car elle n'est pas bien reconnue. Les services ne sont pas souvent disponibles, ce qui signifie que ceux qui tentent de se faire soigner se retrouvent avec des dépenses catastrophiques au sein des services de santé. Même si les services sont disponibles, préoccupés par le taux élevé d'infertilité, l'OMS entend faire figurer cette préoccupation au centre des politiques de santé publique et de démographie des gouvernements. L'infertilité n'a pas suscité beaucoup d'attention dans le monde et c'est en grande partie parce que l'accent a été beaucoup plus mis sur la contraception que sur l'infertilité et donc cela n'a tout simplement pas été priorisé et le rapport montre à quel point la question est critique et à quel point le besoin est critique. Présente mais ignorée d'un grand nombre de personnes, l'infertilité est un sujet de santé publique qui doit bénéficier des campagnes de sensibilisation afin de faire baisser le nombre de personnes atteintes. Nous abordons à présent la page étrangère de cette édition d'information. L'actualité en bref tout d'abord, affaire Dina Bongo Ibwanga. L'enquête se poursuit alors que 5 personnes ont été interpellées. Dans un premier temps, la presse turque a rapporté aujourd'hui qu'il y a désormais 6 personnes interpellées. L'évolution de cette enquête est la conséquence de la mobilisation de la communauté africaine en Turquie, à Karabakh bien évidemment, mais également l'implication de plusieurs autorités gabonaises qui suivent de très près ce dossier. Et puis au Kenya, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a annulé une manifestation hier et a décidé d'entamer un dialogue avec le gouvernement après 2 semaines de manifestations chaotiques dans les rues du pays. Sidela Nima nous en dit plus dans ce récit. Après 2 semaines de manifestations pendant lesquelles 3 personnes sont mortes et des dizaines de personnes ont été blessées, le président kényan William Ruto a exhorté la population à arrêter les manifestations afin de laisser place à un dialogue. Raila Odinga, dirigeant de l'opposition kenyane, a donc appelé dimanche à annuler les manifestations prévues pour lundi, annonçant que son parti allait participer à ce dialogue avec le gouvernement. Monsieur Ruto m'a demandé ainsi qu'à Azimio d'entamer un dialogue constitutionnel ouvert et contraignant avec son gouvernement afin de trouver une solution aux questions que nous avons soulevées au sein de l'Azimio concernant les élections de l'année dernière et les problèmes clés de gouvernance et du coût de la vie auquel notre pays est confronté. Il a organisé depuis le 20 mars des manifestations bi-hebdomadaires, le lundi et le jeudi, accusant le président William Ruto d'avoir volé la présidentielle d'août, mais aussi d'être incapable de juguler la flambée des prix. Ces rassemblements ont été interdits par la police. De nombreux Kenyans luttent pour se nourrir au quotidien, confrontés à l'inflation, la dépression du shilling kényan et une sécheresse inédite dans certaines parties du pays. Nous avons rencontré et écouté un groupe diversifié de Kenyans, y compris des chefs religieux de toutes les confessions, au sujet de la crise à laquelle notre pays est confronté aujourd'hui. Ils nous ont imploré de dialoguer, en particulier pendant cette période sacrée du Pâques et du Ramadan. C'est dans ce contexte que nous faisons cette contre-proposition à l'appel au dialogue de l'honorable Ruto. Selon le président kényan, une commission parlementaire bipartite pourrait explorer les possibilités de réviser le code électoral. Il a toutefois exclu toute alliance avec son rival. Raila Odinga a de son côté salué la proposition de paix présentée par Ruto, mais averti que les manifestations pourraient reprendre s'il n'y avait aucun progrès. Raila Odinga, qui concourait pour la 5e fois en vue d'occuper les plus hautes fonctions, conteste toujours les résultats de la présidentielle du 9 août 2022, malgré le rejet de son recours par la Cour suprême. Retour sur l'actualité en bref. En République centrafricaine, 19 militaires centrafricains ont pris en otage le 14 février dernier par une alliance de groupes rebelles dans le nord du pays ont été libérés. Ils arriveront à Barao et y resteront jusqu'à ce qu'on organise leur retour à Bangui, d'après une annonce du Comité international de la Croix-Rouge.
Nous allons à présent aux États-Unis d'Amérique où on parle de la comparution historique de l'ancien président Donald Trump. Il est inculpé dans une affaire de paiement d'une star de pornographie. Regardons. Le président Donald Trump aurait payé une star de film pornographique en échange de son silence. Il a quitté sa résidence luxueuse de Mar-a-Lago en Floride pour se rendre dans son gratte-ciel à New York à la veille d'être formellement accusé au pénal dans cette affaire. Ses partisans étaient là pour le soutenir et lui souhaiter un bon voyage. S'il va en prison, vous pouvez dire adieu à ce pays. S'ils essaient de le mettre en prison, ce qui ne devrait pas être le cas, vous pouvez dire adieu à l'Amérique. Mes bénédictions à l'homme le plus extraordinaire qui s'est engagé pour ce pays. Que Dieu le protège et que Dieu démasque tous les criminels de New York. L'événement est d'autant plus historique que le milliardaire républicain de 76 ans s'est relancé dans la course à l'investiture républicaine pour reconquérir la Maison-Blanche en novembre 2024. Son avocat personnel Michael Cohen, qui s'est depuis retourné contre lui, avait à l'époque versé $130 000 à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels pour acheter son silence. La star du X assure qu'elle a eu une relation sexuelle avec Donald Trump, ce qu'il dément. Le magnat a reconnu avoir remboursé Michael Cohen mais assure que la transaction n'avait rien d'illégal. Si l'accord passé avec Stormy Daniels était bien autorisé, il pourrait toutefois correspondre à une dépense de campagne. Or, la somme n'apparaît pas dans les comptes du candidat de 2016 et a au contraire été inscrite comme frais juridiques dans les documents de son entreprise, la Trump Organization. Outre cette enquête à New York, la justice fédérale se penche sur son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021 et sur sa gestion des archives présidentielles après son départ de la Maison-Blanche, tandis qu'une procureure en Géorgie s'intéresse aussi à des pressions exercées sur des responsables électoraux pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. Donald Trump jure qu'il est innocent et a écrit en majuscule sur son réseau social Truth Social qu'il se rendrait à New York pour rendre sa grandeur à l'Amérique et qu'il était victime d'une chasse aux sorcières au moment où son grand pays sombre en enfer. Sport à présent, championnat provincial de judo organisé par la Ligue de l'Estuaire de cette discipline sportive, une compétition qui a vu la participation de plusieurs jeunes qui ont été récompensés au sortir de ce grand rendez-vous. Plus de précision avec Jeremy Goma. Après la compétition organisée par le judo club Cité des Ailes, le gymnase Phoenix a fait place au championnat provincial de judo des catégories juniors et cadettes. Une compétition organisée par la Ligue de l'Estuaire de judo, toujours dans le sens de promouvoir un peu plus cette discipline sportive. La Ligue de l'Estuaire de judo a opté cette année pour une innovation, celle de la présentation du kata. Nous sommes là aujourd'hui, c'est dans le cadre du championnat provincial cadet et junior qui nous prépare au championnat national de la même catégorie. Comme vous le savez, il y a quelques temps, nous avons fait la catégorie senior. Nous ne faisons que dérouler le programme qui voudrait qu'on démarre par les seniors et aujourd'hui on s'attaque aux plus jeunes, donc les cadets et les juniors. Dans nos activités aujourd'hui, on a innové aujourd'hui. C'est une innovation au niveau local, mais à l'extérieur ça se fait. Il y a les championnats kata. Le judo, ce n'est pas que des combats, il y a aussi la phase kata. Donc du coup aujourd'hui nous incitons les clubs à pratiquer le kata en club, parce que le kata c'est la base. C'est quelqu'un qui maîtrise son kata a un potentiel technique assez important et conséquent. Donc on incite les responsables de club à pratiquer le kata et à pratiquer le kata en compétition. Cet événement sportif rentre toujours dans le cadre de mise en compétition des jeunes après 2 ans passés sans la moindre activité sportive, faute de pandémie à coronavirus. Il s'agissait d'un kata de type projection. Même malgré quelques fautes, ça va quand même. J'ai bien aimé ma prestation. Plusieurs jeunes ont pris une part active à cette rencontre à laquelle de nombreux jeunes ont été satisfaits et souhaitent continuer à rester en compétition. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté à notre compagnie. Bonne suite de programme sur TV+. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Prenez soin de vous. Au revoir.